Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Bokertov. Bonjour. Merci d'être fidèle au poste comme chaque mercredi matin pour cette chronique économique très suivie sur les ondes de studio Kalita. Alors, nous sommes au surlendemain des élections et la journée électorale, qui est toujours fériée en Israël, eh bien, a permis aux Israéliens de sortir, surtout qu'il faisait relativement beau. Alors, tout cela a rapporté, on va dire, pas mal d'argent aux grandes compagnies. Dans le commerce israélien, ça a accentué, on va dire, le commerce. Quels sont les résultats ? Oui, on parle souvent du côté négatif des élections concernant l'économie, mais tout, comme je dis souvent, est une question de perspective. Le fait qu'il y ait une troisième élection pour les vendeurs, pour les commerçants, pour les cafés, grandes chaînes. Et ça a été très bien. Vous l'avez sûrement dit, les Israéliens ont un peu plus voté que la dernière fois, 1% je crois, mais ils ont surtout dépensé 10% de plus qu'en septembre dernier. Oh là là. Donc, c'était... Les chiffres, moi, je trouvais impressionnant. Il y a eu, le jour des élections, 2,6 millions d'opérations qui ont été faites avec des cartes de crédit, pour une somme totale de 630 millions de shekels. Oui, parce qu'il faut dire que c'était férié, mais on va dire tous les grands magasins, les centres commerciaux, tout était ouvert. Hein. Exactement. C'est ça qui s'est passé. C'est que comme l'alimentation et les grands magasins de toutes sortes étaient ouverts, ça a fait que les gens se sont dit on va en profiter pour faire nos achats. Maintenant, il y a eu même donc un total de 630 millions de shekels, donc comme j'ai dit pour toute la journée. Et ce qui est impressionnant, entre 1h et 2h, il y a eu à la minute 7000 opérations et 110 millions de shekels entre 1h et 2h. Donc ça veut dire vraiment que... Ça prouve d'une certaine manière aussi que même lorsque l'on se plaint, eh bien, on va dire le marché économique et commercial en Israël se porte relativement bien. Hein. Oui, exactement. On a dit qu'une partie des gens auraient pu profiter cette année pour partir à l'étranger. Ah oui, mais comme il y a le problème du coronavirus, il y a eu moins qui sont partis à l'étranger, plus qui sont restés. Eh bien voilà, alors ça nous permet tout de suite de parler du deuxième sujet que vous avez choisi pour nous, c'est-à-dire justement de l'impact du coronavirus sur, on va dire, sur le marché du tourisme en particulier. On en a parlé avec un agent de tourisme, Pinchas Patrick Bitton, qui nous a expliqué qu'effectivement il y avait des annulations assez importantes, bien entendu les annulations de vol vers l'extrême-orient, même vers l'Italie désormais. Tout cela coûte cher, cela a un impact direct. Vous allez probablement nous parler de la compagnie El Al. Alors, comment mesure cet impact ? Oui. D'abord, il y a, comme vous dites, des pertes très importantes pour les compagnies aériennes. El Al a commencé déjà à réduire de 20% les salaires des ceux chez eux qui gagnent beaucoup d'argent, ceux qui sont des grands cadres dans sa société. Ça, c'est une chose. Mais ce que je voudrais surtout parler... Et même parle de licenciement d'1 millier de fonctionnaires sur 6200. D'El Al, c'est pas des fonctionnaires. Oui, enfin, c'est une compagnie aérienne. El Al est une compagnie privée. Pas des fonctionnaires, mais c'est des employés. Des employés, bien sûr. C'est vrai, c'est exact. On parle malheureusement du licenciement. Maintenant, ce que je voudrais surtout, comme je fais d'habitude, par rapport aux Israéliens, aux francophones qui habitent ici le pays et qui auraient pu vouloir partir à l'étranger, de ce que vous avez dit, que maintenant les vols sont supprimés, pas seulement dans les pays d'Extrême-Orient, mais beaucoup vers l'Europe. Hier, ça a été même Chypre et des choses comme ça. Alors, d'abord, hier, El Al a fait une annonce qu'elle a énormément élargi la possibilité de remboursement ou de changement du billet, vu que de elle-même, elle a pris des initiatives qui n'étaient pas prévues d'augmenter le nombre d'endroits où elle n'irait pas. Elle a décidé d'être beaucoup plus large face aux clients. Donc, je dis, premièrement, aux gens qui ont pris leur billet, par exemple pour l'Extrême-Orient. Surtout ceux qui ont pris, même pour l'Europe, surtout ceux qui ont pris avant qu'il y a le coronavirus. Donc, il y a des gens qui prennent un peu à l'avance et qui se renseignent auprès des compagnies aériennes, il est très possible qu'ils puissent avoir des grands dédommagements. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qui est très importante de dire là-dessus, on en a parlé ici une fois à la chronique, il y a une loi qui est passée en Israël récemment concernant les achats par Internet de n'importe quoi, y compris bien sûr de vol et de tourisme. Et il y a une possibilité pendant les 2 semaines après que vous ayez fait votre achat, d'annuler votre achat. Et bien sûr, il peut y avoir des amendes. Il y a aussi le problème, et ça je ne le dis pas, bien sûr des problèmes des low cost et des choses comme ça, qu'effectivement là-bas c'est plus compliqué. Une deuxième chose très importante à noter d'intérêt pratique pour les gens,
On en a parlé ici, que les gens qui revenaient des endroits où il y aurait, en Italie maintenant récemment, comme vous venez de dire, où il y aurait un risque de coronavirus, on leur demande de rester 2 semaines en quarantaine. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, ils ne sont pas obligés de travailler. On a dit que ça s'appelle en hébreu Deme Machala, c'est-à-dire jour, rouge. Maintenant, le problème, c'est les employeurs. Parce que les employeurs, d'après ce qui a été prévu, ne seraient pas indemnités. Ça veut dire qu'ils auraient dû payer... qui doivent pour l'instant, c'est comme ça que c'est le fait, que le gouvernement ne prend pas pour l'instant sa charge, et les gens... donc, si c'est une khufsha de maladie, d'un congé de maladie normal, pourquoi pas? Non, et je vous dis, dans ce cas-là, comme c'est la façon dont ça a été fait, ça ne leur a pas permis d'être... ce que vous dites n'est pas non plus évident, vous dédommagez. C'est pas comme vous pensez. Moi, je sais parce que je connais des indépendants qui ont des employés, et c'est pas évident que vous êtes remboursé depuis le début par l'État ou des choses comme ça. C'est pas dans le fonctionnariat. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés à la Cour suprême pour demander à ce que le gouvernement prenne sur lui ce manque à gagner qu'ils auraient de fait d'avoir à payer des gens qui ne devraient pas travailler pour être en quarantaine. Encore une fois, il s'agit pas, pour l'instant, il ne s'agit pas de population énorme, mais pour celui qui ça arrive, c'est un problème énorme. Et donc, dans ce cas, on va voir qu'est-ce que la Cour suprême va dire. Ce sont des grandes organisations d'employeurs, surtout dans le restauration, ils sont allés il y a 2 jours à la Cour suprême, et on verra qu'est-ce que ça donnera. Ok, alors ça c'est pour ce qui est lié au coronavirus, mais vous nous dites qu'il y a des sociétés Internet qui ont été condamnées à de lourdes amendes pour ne pas avoir proposé une filtration aux clients de sites problématiques. C'est-à-dire, ça doit devenir automatique maintenant? Oui. Il y a une loi qui est passée dont les lobbies des entreprises qui font de l'Internet ont essayé de lutter contre cette loi, disant que chaque fois que ça soit, je peux donner pour que les gens comprennent des noms, qu'ils connaissent, Partner, Hôte ou n'importe quoi, qui propose aux clients des sites leur vendre une possibilité d'aller sur Internet, que ça soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Dans ce cas-là, ils doivent absolument donner gratuitement aux gens qui achètent des possibilités de dire, il y a une filtration, vous savez, il y a des sites malheureusement qui sont des sites qui sont très dangereux pour les enfants, des sites de violence ou d'autres choses. Et ils doivent avertir et leur dire, et si vous voulez, nous on vous donne gratuitement cette possibilité de filtration, en hébreu sinou. Et la plupart c'est gratuit. C'est gratuit. Ils sont obligés. La loi les oblige. Eux, ils ont lutté parce qu'ils ont dit c'est aux parents de faire ça. Non, la loi les a obligés à faire. Maintenant, le ministère de la Communication a vu qu'il n'y avait pas là-dessus qu'ils ne faisaient pas. Ils ont eu des plaintes et ils ont fait des enquêtes. Ça ne se faisait pas automatiquement. Voilà. Alors, ils ont condamné hier. C'est souvent, vous avez remarqué la veille de notre chronique. Oui, ils ont condamné hier. Pour 1 100 000 shekels, ils ont donné des amendes à différentes compagnies. En tout, ça fait 1 100 000 parce qu'ils n'avaient pas fait de proposer ce que je viens de dire. Donc, c'est important et il faut dire, c'est un satisfait que ça se fait pour le ministère de la Tikchoret, de communication, et on espère que ça changera les compagnies Internet, leur façon d'agir. Alors, dernier sujet dont on va parler, puisqu'on approche de la fête de Pourim, le marché des déguisements. Alors, il suffit de se promener dans les magasins de jouets, et magasins pour les enfants, pour constater à quel point bien, cette industrie des déguisements est florissante en Israël, surtout en cette période de Pourim. Oui, effectivement. D'abord, il y a des chiffres qui m'ont étonné. Si vous prenez... Kfar HaSha'arim, Idan 2000, je dis ça comme ça, c'est-à-dire les grandes chaînes de magasins qui vendent des jouets. Adam et tout ça, d'accord. Ils disent que 15 à 20% de leur chiffre d'affaires général se fait au moment de Pourim. Il y a des magasins qui se sont totalement transformés. Ils ont mis tous leurs jouets de côté et il y a uniquement des déguisements. Donc c'est une somme très importante. Ils parlent de 200 millions de shekels. Maintenant, ce qui se passe aussi, ces dernières années, il y a une augmentation d'achats sur Internet, ce qu'on appelle online, même par rapport à l'étranger, de déguisements. Alors, les entreprises qui vendent aux gens dans les magasins disent que pour eux, ce n'est pas vraiment une concurrence parce que vous avez un déguisement, il faut bien vérifier que ça aille, il faut vérifier qu'il ne soit pas inflammable, etc. Mais il y a apparemment une augmentation aussi des demandes sur online. Qu'est-ce que ça fait pour les enfants? Ça fait que, je ne savais pas ça, moi, à mon époque, quand j'étais jeune, ça ne m'arrivait pas. Ils ont au moins un déguisement, voire 2 déguisements
pour Purim. C'est-à-dire les gens, du fait que un déguisement, ça coûte entre 50 et 200 shekels. Ouais. Et donc, on peut augmenter le nombre de déguisements par enfant. Et donc, ça fait que les enfants ont gagné là-dessus. Et ils ont plus de déguisements Purim par enfant. La moyenne, c'est 2. Maintenant, une des choses très, très importantes que je voulais dire aussi, donc... Sur ces déguisements, que sont des déguisements. Vous le retrouvez pas, mais c'est pas important. C'est pas important. En tout cas, on comprend bien effectivement que c'est extrêmement développé. Maintenant, la question que je voulais c'est très intéressant. Voilà. Les Israéliens sont très intelligents en perspective. Il faut dire ça avant pour eux. Il faut nous donner des choses de satisfaction. En Amérique, il y a ce qu'on appelle le Halloween. Oui, bien sûr. C'est en novembre. Ouais. Et il y a beaucoup, et donc les compagnies Internet du monde entier vendent à ce moment-là énormément d'habits. Eux, ils attendent juste que ça termine Halloween et ils commandent et ça leur permet d'avoir ce qui reste dans les magasins pour pouvoir s'acheter déjà à Purim. Donc ils ont déjà commandé il y a plusieurs mois et en plus s'il y a un problème, ils peuvent le rendre. Donc il faut les consommateurs israéliens, un consommateur avisé et ils jouent sur l'international en regardant où dans les autres pays on se déguise aussi. Eh bien, Dr Daniel Guggenheim, merci beaucoup pour cette chronique, pour ces sujets que nous avons abordés ce matin sur le lendemain des élections. On a parlé un peu de tous les sujets importants, on va dire d'actualité, à travers un prisme économique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.